Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Dialogue ESG, le podcast qui explore l'actualité à travers le prisme de l'ESG. Ensemble, nous décryptons les défis actuels et examinons comment ils influencent la construction d'un avenir plus responsable. Moi, c'est Patrick. Et moi, c'est Dominique. Je te propose, Dominique, aujourd'hui de commencer cette discussion par un peu d'humour. C'est l'histoire d'un directeur qui cherche à engager un nouveau chef de division. Celui qui apportera la meilleure réponse à la question « Combien font 1 plus 1 ?» aura le poste. Il ne reste plus que 2 candidats. Le premier, mathématicien de formation, répond « Je peux démontrer grâce au théorème suivant que la réponse est 2. » Et il fait sa démonstration. Vient ensuite le comptable. Il se penche vers le directeur et demande « Quel chiffre voulez-vous entendre ?» Je pense que cette boutade illustre bien la problématique du reporting financier et, par extension, le reporting non financier comme il est défini au travers des initiatives ESG. Je crois, Dominique, qu'on peut dire que le reporting financier est quand même beaucoup plus âgé que le reporting non financier. J'aurais envie de dire, ça fait en tout cas 40-50 ans qu'on fait du reporting financier. Et on voit quand même qu'il a beaucoup évolué. J'aurais voulu prendre l'exemple du cas Enron, donc en 2001 aux États-Unis, la faillite, qui était due d'une part par de la fraude, mais de la fraude qui a été rendue possible par le fait que certaines notions de reporting ou d'exigence de reporting n'étaient pas exactement au même niveau qu'on a aujourd'hui. Donc, si on fait un petit peu l'historique, c'est que Enron, ils ont utilisé Anderson pour faire l'audit, pardon, et ils ont profité de la possibilité de faire des fraudes. L'entreprise est partie en faillite. Et pour la petite histoire, les 3 personnes inculpées, il y en a quand même une qui s'est suicidée, une qui a fait une crise cardiaque fatale, et la 3e personne a quand même fait de la prison. Mais tout ça pour raconter que l'évolution après cette affaire a amené les lois Sarbanes-Oxley. Et donc, on a serré les boulons, si on peut dire, sur le reporting financier pour avoir, aujourd'hui, un peu plus de 20 ans plus tard, quand même un reporting qui est beaucoup plus exigeant et qui devrait, en théorie, empêcher une fraude de telle manière jusqu'à ce que quelqu'un trouve à nouveau un moyen de passer outre. Mais quand on compare ça au reporting non financier, qui est tout au début, je peux imaginer qu'on va quand même avoir une évolution et on va avoir des soubresauts, donc des aventures comme Enron qui vont nous être apportées et qui va faire évoluer ce reporting. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, et c'est amusant de parler de ce cas de figure parce que j'étais un peu au premier plan lorsque ce cas est arrivé et on l'a suivi de près parce que j'étais chez IBM, on vendait une plateforme de gestion des risques et de pilotage du contrôle interne. Et tout d'un coup, toutes les entreprises se sont mises à demander de l'assistance sur la partie contrôle interne, ont complètement revu leur processus, ont voulu utiliser un outil avec une démarche auditable. Et donc, tout le monde était surpris. Et en creusant un peu, on s'est rendu compte que finalement, le contrôle interne était une conséquence de quelque chose de beaucoup plus efficace qui sont les sanctions pénales. Et typiquement, Sarbanes-Oxley, en dehors de demander beaucoup plus de diligence dans la manière de superviser, demande au CFO et au CEO de signer les documents et cette signature les engage pénalement, personnellement. Donc, c'est pas uniquement la société qui est engagée et c'est bien, en fait, les personnes qui sont engagées pénalement. Et si on compare ça à la manière dont la Suisse a mis en place l'obligation de contrôle interne, le fameux IKS, comme on l'appelle, Internal Control System, on se rend bien compte que cette obligation provenant du Code des obligations, n'étant pas associée à des sanctions lourdes et surtout pénales, tout le monde l'a mis en œuvre de manière très sommaire. Et donc, dans les 2 cas, on parle de contrôle interne. Une fois,
on a fait quelque chose de très, très, très rigoureux parce qu'on ne veut pas aller en prison. Et de l'autre côté, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, juste pour répondre en fait aux besoins réglementaires. Et ça nous ramène en fait à la CSRD. Et là, je pense que tout le monde a compris qu'il faut des sanctions lourdes et pas uniquement financières. Et lors de la transposition de la CSRD dans les différents pays, un certain nombre de pays, dont la France, ont décidé que les sanctions pénales allaient être associées aux sanctions financières qui toucheraient l'entreprise. Et ça, c'est très important de comprendre que ces sanctions pénales ne sont pas en cas de fraude. C'est des sanctions pénales en cas de non-désignation d'un commissaire aux comptes, par exemple, ou de non-convocation de l'Assemblée générale avec des documents non certifiés, des documents ESG non certifiés. Donc, on sanctionne réellement l'absence de diligence dans la manière de travailler. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui va convaincre beaucoup de sociétés de jouer les jeux. Bon, après, il y a la sanction par rapport à certaines activités. Donc, effectivement, convoquer une assemblée pour discuter des chiffres ou remplir de documentation. Ça, je pense que c'est des choses qui sont relativement faciles à mettre en place. Moi, je me pose la question quand même de la validité des chiffres que l'on va présenter. Est-ce que il y a aussi donc la conformité? Qui est-ce qui définit que les chiffres que l'on doit rapporter, ils soient conformes vraiment à l'exigence? Est-ce que là, on a quelque chose qui offre une garantie ou c'est un petit peu quand même au bon vouloir de chacun et à ce moment-là, il y a pas vraiment, enfin, la sanction pénale sera assez difficile à appliquer puisque si on définit pas clairement quels sont les chiffres, on va se retrouver devant un tribunal qui va dire bah, c'est pas clair, donc y a pas, on peut pas appliquer la sanction. Ouais, mais ça c'est toujours le grand défi d'une sanction lorsqu'on n'arrive pas à prouver scientifiquement l'exactitude d'un chiffre. Et j'imagine qu'on va y arriver. Aujourd'hui, si je reprends l'exemple de la France, il y a bien des sanctions pénales également liées à la manière dont les chiffres ont été produits et aux vérifications obligatoires à faire par les auditeurs, si les informations ne sont pas suffisamment pertinentes ou s'il y a un refus de fournir des pièces, il y a effectivement des sanctions pénales qui sont associées également à ça. Mais il faut bien reconnaître que dans le monde de l'ESG aujourd'hui, tout ce qui est quantitatif, et ça représente que 20 à 25% des informations à livrer, tout ce qui est quantitatif est beaucoup basé sur un système d'estimation. Donc, estimation sous-entend il n'y a pas une démarche scientifique précise pour produire le résultat. Et donc, ça va être très difficile devant un tribunal de prouver. Et de l'autre côté, je l'ai mentionné, il y a quand même 80% des données qui sont quantitatives. Néanmoins, je pense que c'est le début de quelque chose. Parce que sur les gaz à effet de serre, typiquement, on parle depuis le début de comptabilité carbone. Donc le jour où des logiciels permettant de comptabiliser la consommation de carbone au niveau de la transaction seront existants et mis en place, là, on sera sur quelque chose de beaucoup plus proche que ce qui se fait actuellement dans le monde financier. Je pense quand même qu'on parle d'un horizon 5 ans pour arriver sur des chiffres précis au niveau de la transaction et que pour les 5 prochaines années, on va rester sur des estimations. Donc on peut quand même dire qu'on est relativement au début de cette histoire et que donc ça va prendre quand même quelques années jusqu'à qu'on ait la garantie que les chiffres proposés présentés, pardon, soient ceux que l'on souhaite vraiment voir et qu'on peut avoir une confiance dans ces chiffres. Je crois que tu disais dans la discussion au préalable que d'ailleurs pas tous les pays ont des sanctions pénales en cas de non-conformité, justement parce que les chiffres n'étaient pas clairement définis, ou je me trompe? Ah non, c'est exactement ça. Et
J'ai pas tous les pays en tête parce que le processus de transposition de la directive localement dans les pays est en cours. Mais la France était le premier pays à transposer et donc on sait qu'il y a des sanctions pénales. La Finlande était aussi un des premiers pays à transposer et eux, typiquement, ont mentionné le fait que les règles de construction des rapports sur le développement durable n'étaient pas suffisamment précises pour qu'on puisse imaginer des sanctions pénales. Donc, j'aurais envie de dire que le réglementaire français a décidé de faire peur, mais peut-être qu'on n'arrivera jamais à totalement passer la phase juridique parce qu'il manque de précision. Les Finlandais, de ce point de vue-là, sont peut-être plus pragmatiques et ils savent par avance qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas des chiffres précis et quasi scientifiques, ce sera difficile de faire appliquer les sanctions pénales. Qui a raison, qui a tort, c'est les grands débats qui ont lieu quasi quotidiennement et qu'on voit à travers les médias, qu'on voit sur LinkedIn, voilà, des débats sans fin parce que chacun a une idée, chacun a une position, chacun a une manière de voir les choses, d'analyser les choses. Et puis, comme on n'a pas des chiffres prouvés scientifiquement, ça laisse une ouverture à l'interprétation. Pour donner un exemple, Dominique, un exemple concret du débat sur les chiffres, j'aimerais citer un post LinkedIn de Jean-Marc Jancovici qui, à mon avis, illustre bien cette problématique. Le post, dont on peut trouver le lien dans le descriptif de cette émission ci-dessous, aborde le sujet des PPA, Power Purchase Agreements. Pour faire simple, ça permet à des entreprises consommant beaucoup d'électricité de se mettre d'accord avec un producteur sur un volume et un prix, et ça sur de nombreuses années. Pour ceux qui ça intéresse, je les laisse lire l'article. En quoi cela nous concerne-t-il ? In fine, ces gros consommateurs peuvent faire financer la construction de moyens de production d'électricité verte, par exemple solaire ou éolienne, et diminuer leur empreinte carbone. Quand on lit ce post, on en ressort relativement convaincu de la pertinence de l'analyse et des chiffres présentés. Et ensuite, on regarde les commentaires et on voit que il se fait, par certains des personnes qui commentent, il se fait complètement descendre en disant mais pas du tout, je vois là une analyse fausse qui repose sur des affirmations erronées. Et en fait, toutes ces discussions qui viennent ensuite, la discussion c'est bien par rapport à ce genre de choses, d'avoir un débat, mais en fait on discute beaucoup plus de est-ce que les chiffres que l'on montre sont corrects, pourquoi ils sont pas corrects, il faudrait prendre ci et on n'a pas pensé à ça. Et finalement on discute que de la qualité des chiffres et d'où est-ce qu'ils proviennent plutôt que ce qui devrait vraiment être le débat, est-ce qu'on arrive à faire de l'électricité décarbonée ou pas et quelle est l'augmentation ou la diminution de cette partie-là par rapport aux toutes. Et on a fait vraiment une discussion vraiment de relativement bas niveau, à mon avis, dans le sens bas niveau que on se bat sur le chiffre en tant que tel et pas sa conséquence. Et je trouve ça quand même un peu dommage. Je sais pas comment. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi et ça me fait penser au podcast précédent qu'on avait fait où on parlait vraiment de l'importance du contexte. Parce que si on prend le poste de Jean Covici, il dit l'électricité renouvelable est principalement utilisée par les nouveaux usages. Et donc, on a besoin de plus en plus d'électricité et ce sont les nouveaux usages qui utilisent l'électricité décarbonée, alors qu'en réalité, l'objectif initial était de transposer les usages existants qui utilisaient de l'électricité carbonée par de l'électricité renouvelable et non carbonée. Alors ça c'est dans le contexte. Maintenant, une des critiques est de dire c'est pas totalement juste d'analyser comme ça. Et lui, il change un peu le contexte. Il dit attention, les nouveaux usages sont bénéfiques pour la planète parce que typiquement l'utilisation du digital évite de prendre l'avion professionnellement
parce qu'en fait, on peut travailler à distance. Et donc, même si c'est un nouvel usage utilisant de l'électricité renouvelable et qui n'existait pas avant, il a quand même cet avantage de transformer notre manière de faire. Alors évidemment, si à côté de ça, le tourisme privé explose, bah, on va avoir l'impression qu'on prend toujours autant l'avion, mais c'est pas tout à fait vrai en fait. On prend toujours autant l'avion, mais dans le contexte business, les outils digitaux ont permis de réduire l'utilisation de l'avion. Donc là, le contexte est vraiment important, et c'est pour ça que je me permets de revenir sur ce qu'on a dit dans un post précédent. Pour l'entreprise elle-même, elle doit vraiment se focaliser sur son propre contexte, identifier une ou deux activités de transformation, donc améliorer ce qu'elle fait aujourd'hui d'un point de vue des critères ESG, et ça doit être son focus pour une année, 2 années. Elle doit structurer un projet autour de ça et elle doit communiquer autour de ça. Et ça doit faire partie de sa stratégie. Et si elle a plus de moyens, si elle a plus de ressources, si elle a une capacité à faire plus, elle peut ensuite étendre les projets et sa dynamique de transformation, mais toujours dans ce propre contexte. Et ça revient en fait à ce que je dis souvent, l'entreprise ne sauvera pas le monde. Et ça sert à rien de débattre toute la journée sur l'idée que les entreprises sauveront le monde. Non, le débat doit se faire à l'intérieur de l'entreprise, éventuellement avec les autres parties prenantes, sur comment, par rapport à une situation A qui est aujourd'hui, on peut passer à une situation B qui, d'un point de vue ESG, est meilleure, plus, plus en phase avec ce qui est attendu par la société, par les parties prenantes, par les actionnaires, par tout le monde. Voilà, donc ça, je pense que c'est une manière de simplifier finalement toute cette démarche et d'éviter le débat pas forcément inutile, parce que intéressant, mais gourmand en termes de temps et d'énergie. Je pense effectivement, hein, les sociétés vont progresser. Donc, d'un côté, on aura les réglementations qui vont progresser, et de l'autre côté, l'entreprise elle-même va progresser. Si on prend l'exemple qu'on a cité tout au début avec le système de contrôle interne, donc les IKS en Suisse, euh, quand ça a été défini, c'est pas que tout d'un coup, du jour au lendemain, tout le monde va s'y plier. On s'y pliait un petit peu et les auditeurs faisaient l'analyse et disaient oui, mais bon, ok, vous vous y êtes plié ici et ici, mais il manque encore ça et il manque encore ça. Bah, typiquement, enfin, pour ceux qui connaissent pas exactement ces IKS, le responsable d'entreprise doit signer un document que oui, ces factures-là qui ont dû être émises ont été effectivement émises. Donc on lui donne un document, on dit ben voilà, ça c'est la liste des factures, je te montre les factures, tu as vu les factures, elles vont être envoyées, tu signes ici et et donc on est bon pour ce mois. Donc ensuite on stocke et on peut montrer ça aux auditeurs que non seulement la facture a bien existé, hein, ça on prouve que le client a bien payé, mais que tout ça a été quand même supervisé en interne. Et évidemment, on commence par ce type de facture et on enchaîne peut-être avec une autre business unit ou un autre département ou une autre sous-organisation. Et petit à petit, on implémente ça, mais c'est clair qu'on ne fait pas un big bang du jour au lendemain où on implémente tout d'un coup. Et je suppose qu'avec le reporting non financier, ça sera aussi un exercice qui va être fait et qui va prendre quand même pas mal d'années. Dans l'espoir finalement d'avoir quelque chose qui est solide, que les gens puissent avoir confiance, notamment les investisseurs, mais aussi finalement tout à chacun, ils se disent, bah voilà, cette entreprise-là, elle fait les choses par rapport à l'environnement qui est correct et je peux avoir confiance dans cette entreprise. Oui, et puis en plus du travail fait par l'entreprise elle-même, il y a toutes les initiatives faites par les associations diverses et variées. Donc les associations, par exemple, de commissaires aux comptes ou d'experts comptables qui vont auditer, ou des associations spécifiques ou expertes d'un sujet, comme dans le cas des gaz à effet de serre, le SBTI, qui est en fait un groupement non gouvernemental qui, depuis de nombreuses années, a produit une démarche et
une certification également sur la manière de calculer les gaz à effet de serre. Au début, il prêchait un peu tout seul dans le désert. Et petit à petit, cette démarche qui se veut scientifique a été adoptée de plus en plus. Et après, on peut dire également, peut-être qu'elle a des défauts, mais à partir du moment où tout le monde l'adopte et où tout le monde suit la même manière de calculer, on va pouvoir comparer des choses qui sont comparables et donc on aura déjà passé une étape. Parce que finalement, au niveau financier, est-ce que tout est scientifiquement juste? C'est pas évident. Mais par contre, c'est comparable. Et c'est comparable entre les sociétés d'une même branche. C'est comparable aussi dans le temps. Et ça apporte déjà énormément pour la capacité à analyser ce qui se passe en fait. Et puis après, si on se rend compte dans 10 ans qu'il y a peut-être des biais, qu'il y a des erreurs de logique dans le calcul, on pourra changer la manière de calculer. Mais comme tout le monde utilisera déjà le même standard, évidemment, ce sera beaucoup plus simple de faire passer cet ajustement, j'appelle comme ça, à l'ensemble des parties prenantes du secteur ou de la branche, ou même plus globalement. Comme on le voit aujourd'hui, finalement, avec les réglementations du reporting, on voit par exemple si on prend l'IFRS, toutes les X années, on a des ajustements, certaines fois importants, certaines fois moins importants, mais il y a des ajustements qui arrivent tout le temps et on s'y adapte, les entreprises s'y adaptent à chaque fois. Dans le temps qui leur est imparti, ou en tout cas peuvent dire lorsqu'ils font le reporting, on a fait cette année le reporting sur l'IFRS numéro tel, donc ensuite on sait voilà, c'est ça qu'ils ont pris en compte et on a une base commune pour la discussion et pour la comparaison. Ouais, exactement. Bon, écoute, je pense que c'était un sujet intéressant. On a touché un sujet qui me tient à cœur et que j'aimerais bien aborder dans un des prochains podcasts, c'est justement ces déplacements en avion, en train. C'est vrai que grâce à l'informatique et à la communication audiovisuelle qui s'utilise de plus en plus dans les entreprises, on doit voyager moins. D'un autre côté, on a des teams de plus en plus épars qui doivent quand même se voir. Donc je pense qu'on a ici un sujet d'un prochain podcast et je me réjouis de pouvoir l'enregistrer aussi avec toi. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt sur notre podcast et on est très heureux que vous nous avez écouté jusqu'ici. Merci, à bientôt.